Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la communication. Nous allons définir la communication et voir que l'acte de communiquer, que nous effectuons en permanence et qui nous paraît si naturel et facile, est en fait une prouesse accomplie en permanence par notre cerveau. Tout d'abord, cherchons à savoir ce qu'est la communication et comment la définir. Dans le dictionnaire, la communication est définie comme un moyen de faire part, de donner connaissance de quelque chose à quelqu'un, par une relation plus ou moins directe avec le destinataire. En orthophonie, la communication désigne tout moyen verbal ou non verbal utilisé par un individu pour échanger des idées, des connaissances, des sentiments avec un autre individu. Ces deux définitions permettent de mettre en avant trois aspects principaux dans la communication. Il y a un locuteur, celui qui parle, qui donne le message, et un interlocuteur qui le reçoit. Les deux sont liés par cet acte de communiquer. L'objet de la communication est la transmission d'un message, d'une information. Pour finir, cet échange se fait au travers d'un code, qui peut être le langage oral, mais aussi le langage corporel, les gestes, les signes, par exemple la langue des signes française, ou encore le langage écrit. Pour faire simple, la communication, c'est donc un échange d'informations entre au moins deux personnes au travers d'un code défini. L'acte de communiquer, comme nous venons de le voir, s'appuie sur un code défini et partagé par les interlocuteurs. Ce code, c'est donc la manière dont on communique. L'oral, l'écrit, les signes ou encore les images. C'est ce qui contient le message, ce qui le supporte. C'est ce qu'on appelle la communication verbale. Cependant, ce code ne fait pas tout. En effet, on ne peut comprendre pleinement un acte de communication qu'avec son contexte. Pour bien communiquer, il faut donc savoir prendre en compte tous les indices extérieurs. Les gestes, le visage, les mimiques, le contexte, mais aussi l'intonation et le débit de parole. C'est la communication non verbale. Des recherches ont montré que 75% de notre communication serait non verbale. Pour illustrer l'importance de cette communication non verbale, prenons quelques exemples. Si votre ami vous envoie un message « Je me suis cogné la tête contre le placard », vous ne pouvez pas savoir si vous devez en rire ou en pleurer, parce que vous n'avez pas le contexte. Alors que s'il y avait un smiley qui recrée en quelque sorte les expressions faciales, vous sauriez à quoi vous en tenir. De la même manière, si vous rentrez dans la chambre d'un résident et qu'il vous dit qu'il va bien alors qu'il a les yeux rouges et une voix tremblotante, vous lui demanderez peut-être avec plus d'insistance de ses nouvelles en vous demandant s'il a pleuré. Ça ne serait pas possible si vous l'aviez appelé avec votre téléphone. Ou encore, si vous dites « ça va » ou « ça va », la réaction de votre interlocuteur ne sera pas la même. Communiquer, c'est donc un acte complexe qui se fonde sur la parole, certes, mais aussi sur de nombreux indices non-verbaux. L'acte de communiquer est un acte que nous réalisons en permanence. Il nous permet d'être en lien les uns avec les autres. Communiquer fait partie des besoins fondamentaux et vitaux de l'être humain. D'ailleurs, le bébé, dès la naissance, réalise son premier acte de communication en criant, et c'est ensuite ce qui lui permet de rester en vie, en prévenant ses parents quand il a faim par exemple. Communiquer reste ensuite quelque chose de primordial durant toute la vie, tellement important qu'il influe sur notre durée de vie. Ainsi, une étude a montré que l'isolement social, qui se traduit par une réduction des contacts sociaux et donc des actes de communication, est un facteur qui augmente la mortalité chez les personnes âgées. Il est donc très important de continuer à entrer en communication avec les personnes âgées, même si elles ne semblent plus aussi réceptives. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la communication et que nous avons vu son impact dans nos vies, nous allons essayer de comprendre comment nous faisons pour communiquer, quelles sont les ressources que nous mettons en jeu pour réaliser cet acte qui nous paraît simple et naturel, mais qui ne l'est pas tout à fait. En effet, pour communiquer, nous avons besoin de l'ensemble de nos fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'un grand nombre des fonctions de notre cerveau sont mises en jeu. Les fonctions cognitives sont les différentes fonctions qui nous permettent d'entrer en relation avec notre environnement, en raisonnant, en ressentant, en réfléchissant, en parlant, etc. Il y a l'attention qui permet de se concentrer, la mémoire qui permet de retenir les informations, les fonctions exécutives qui sont une sorte de boîte à outils de notre cerveau. Elles nous permettent d'orienter nos actions vers un but, les gnosies qui sont les 5 sens,
les praxis, qui sont les gestes, et le langage. Toutes les fonctions cognitives sont interconnectées entre elles. C'est ce qu'on appelle un fonctionnement en réseau. En effet, lorsqu'une des fonctions est atteinte, cela se répercute sur toutes les autres. Dans le vieillissement, il y a donc un double phénomène. À la fois, chaque fonction est altérée, et en même temps, l'altération d'une fonction se répercute sur les autres. Il est donc très important de considérer ces fonctions cognitives de manière globale dans leurs interactions entre elles. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer simplement en quoi consiste chacune de ces fonctions cognitives. Nous les définirons et nous verrons en quoi elles dysfonctionnent chez la personne âgée et les conséquences que cela implique sur leur communication. Notez qu'un dysfonctionnement d'une des fonctions cognitives s'appelle un trouble cognitif. Ceux-ci peuvent être liés à des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Mais avant d'étudier cela, voyons comment fonctionne de manière générale notre cerveau. Dans notre cerveau, il y a des neurones qui sont organisés en réseaux. Ces neurones, par leur connexion, permettent de faire transiter les informations dans le cerveau et donc de réaliser des actions, de penser, etc. Dans le vieillissement, il y a deux choses qui dysfonctionnent à ce niveau-là. D'une part, les neurones meurent et ne sont pas remplacés. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, au bout de 15 ans, on a perdu 70 à 80% des neurones. Moins il y a de neurones, moins il y a de connexions possibles. D'autre part, la vitesse de traitement est ralentie, ce qui veut dire que les connexions entre les neurones sont moins rapides et que donc les informations transitent de manière moins efficace. Tout cela a de grandes répercussions sur les fonctions cognitives qui fonctionnent grâce aux connexions entre les neurones. Ces mécanismes neuronaux expliquent en grande partie les troubles de la communication chez la personne âgée. Afin de comprendre ces troubles de la communication chez la personne âgée, nous allons donc définir et étudier chacune des fonctions cognitives pour voir quelles sont les conséquences de leur altération sur la communication. Pour rendre ça plus concret, nous nous appuierons tout au long des prochaines vidéos sur les exemples de 3 résidents accueillis en EHPAD. Il y a Monsieur Dupont qui a 85 ans. Il est assez autonome, il marche et mange seul. Il n'a pas besoin d'aide pour la toilette. Il a de très légers troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles légers de la mémoire et du langage. C'est un exemple d'un vieillissement normal, c'est-à-dire que la perte des capacités dont souffre Monsieur Dupont est liée seulement au processus du vieillissement et pas à une maladie. Il y a Madame Durand qui a 80 ans. Elle est plutôt autonome au niveau moteur, elle continue de marcher, mais elle a des troubles cognitifs assez importants. Elle a notamment des difficultés de mémoire, elle répète souvent la même chose, des troubles du comportement et une perte d'autonomie sur les actes du quotidien. Elle a besoin d'aide pour la toilette et l'habillage. Elle a aussi des troubles du langage, elle cherche ses mots et dit parfois un mot pour un autre. Elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Pour finir, il y a Madame Martin qui a 95 ans. Elle n'a plus d'autonomie. Elle passe ses journées au fauteuil et ne peut réaliser ses transferts seule. Elle ne participe à aucune activité. Elle a d'importants troubles cognitifs et souffre d'une démence frontotemporale à un stade avancé, avec des troubles du langage, du comportement et de la mémoire. Il est très difficile de communiquer avec elle car elle ne parle presque plus, sauf quelques mots qu'elle dit par automatisme. Madame Martin et Madame Durand sont des exemples de vieillissement pathologique, c'est-à-dire que les difficultés qu'elles rencontrent ne sont pas seulement dues aux processus normaux du vieillissement. Il y a en plus des maladies, comme Alzheimer, la démence frontotemporale ou encore Parkinson. Nous voilà arrivés au terme de cette première vidéo. Nous allons reprendre ensemble les quelques notions à retenir. Tout d'abord, la communication est multimodale. Elle passe par de nombreux indices différents, à la fois le langage, mais aussi les gestes, les expressions faciales, les mimiques. Le contexte et tous les éléments extérieurs sont très importants pour comprendre le message. Ensuite, le fait de communiquer est un acte qui nous paraît simple, mais qui est en fait très complexe et qui demande beaucoup de ressources dans notre cerveau. Ces ressources sont amenuisées et ou altérées dans le vieillissement, ce qui explique les troubles de la communication. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. J'espère que les informations que je vous ai données ont été assez claires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de répondre au tout petit quiz
dont le lien est dans la description de la vidéo. Merci!